Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'étrange. Vous avez tous entendu parler de l'affaire du col Dyatlov en Russie, ces randonneurs retrouvés morts dans des circonstances impossibles. Eh bien, les États-Unis ont leur propre version. C'est tout aussi terrifiant, peut-être même plus, parce que la solution semblait être à portée de main. On l'appelle l'affaire des 5 de Yuba County. Salut Sarah, c'est exactement ça. Dyatlov, c'est mystérieux à cause de la violence et de l'isolement extrême. Yuba County, c'est mystérieux à cause de l'absurdité psychologique. C'est l'histoire de 5 hommes, 5 amis, qui ont pris une série de décisions incompréhensibles qui les ont menés tout droit vers la mort, alors que la survie était littéralement posée sur une étagère à côté d'eux. Commençons par le début, Thomas. Pour comprendre l'horreur de la fin, il faut comprendre la banalité du début. On est le 24 février 1978. Qui sont ces garçons ? On les appelle les garçons, mais ce sont des adultes. Ils ont entre 24 et 32 ans. Il y a Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weyer, Jack Madruga et Gary Mathias. Ils viennent tous de Yuba City ou Marysville en Californie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous, à des degrés divers, des déficiences intellectuelles légères ou des troubles d'apprentissage. Sauf peut-être Gary Mathias, dont le cas est plus complexe, on y reviendra. Mais ils sont autonomes, ils ont des jobs, ils sont fonctionnels. Ce soir-là, ils sont juste heureux. Ils adorent le basket. Ils montent dans la Mercury Montego de Madruga pour aller voir un match universitaire à Chico, à environ 80 km de chez eux. Jusque-là, tout est normal. Ils regardent le match, leur équipe gagne, ils sont euphoriques. Ils s'arrêtent même au Bears Market à Chico après le match. On sait ce qu'ils ont acheté, non ? Oui, c'est le détail qui rend la suite si triste. Ils achètent des snacks pour le retour. Une tarte aux fruits Hostess, une barre chocolatée Marathon, des boissons gazeuses et 1 litre de lait. C'est une ambiance de fête, de fin de soirée tranquille. Ils doivent rentrer chez eux, leurs parents les attendent. Ils sont attendus pour un tournoi de basket le lendemain, un tournoi qu'ils préparent depuis des semaines. C'est hyper important pour eux. Et pourtant, ils ne rentreront jamais. C'est là que ça déraille. Au lieu de prendre l'autoroute vers le sud pour rentrer, ils prennent une route de montagne vers l'est. Ils montent dans la forêt nationale de Plumas. Pourquoi ? C'est la question à $1 million. Ils n'avaient aucune raison d'être là, aucune. Ils n'avaient pas de vêtements chauds, juste des vestes légères de mi-saison. Madruga, le conducteur, détestait le froid et ne conduisait jamais sa voiture chérie sur des routes difficiles. Pourtant, on retrouve la voiture abandonnée à 100 km de là, sur une piste forestière enneigée à plus de 1300 mètres d'altitude. Parlons de cette voiture, Thomas. Quand la police la retrouve quelques jours plus tard, elle est dans quel état ? Accidentée ? En panne ? C'est ça qui est fou. La voiture est impeccable. Elle est embourbée dans un peu de neige, oui, mais pas coincée. La police a noté que 5 hommes en bonne santé auraient pu la pousser très facilement. Le moteur démarrait au quart de tour, il y avait de l'essence. Mais le plus bizarre, c'est le dessous de la voiture. Le châssis était intact, pas une égratignure. Ce qui veut dire que le conducteur a manœuvré sur cette route chaotique et pleine de nids doux avec une précision chirurgicale, en pleine nuit. Et puis, ils se sont arrêtés. Ils ont baissé les vitres et ils sont partis à pied, dans la neige, en chaussures de ville. Ils ont abandonné un abri sûr et chauffé pour marcher dans le noir et le froid mortel. Ça n'a aucun sens. Mais le véritable cauchemar commence des mois plus tard, quand la neige fond. C'est là qu'on découvre le sort de Ted Weyer. Et honnêtement, Thomas, c'est cette partie de l'histoire qui m'empêche de dormir. Oui, c'est la découverte macabre. Juillet 1978. Des motards passent près d'une vieille cabane de garde forestier, un trailer utilisé par le service des forêts, à environ 30 km de la voiture. 30 km, Sarah. Imagine marcher ça dans la neige profonde sans équipement. À l'intérieur, ils trouvent le corps de Ted Weyer. Il est mort de quoi ? C'est là que l'esprit humain décroche. L'autopsie révèle qu'il est mort d'un mélange d'hypothermie et de famine. Il a vécu entre 8 et 13 semaines dans ce trailer après la disparition. Il a perdu près de 45 kilos. Il avait une barbe de 3 mois. Mais écoute bien ça. Le trailer contenait un casier rempli de nourriture, des boîtes de conserve militaires, des rations C. Assez pour nourrir les 5 hommes pendant plus d'1 an. Attends, tu es en train de me dire qu'il est mort de faim, entouré de nourriture ? Exactement. Il a ouvert quelques boîtes, environ une trentaine, mais il a laissé la majorité intacte. Il y avait aussi un réservoir de propane à l'extérieur pour le chauffage. Il suffisait de tourner une valve. Ils ne l'ont pas fait. Il y avait une cheminée et du bois. Ils ne l'ont pas utilisé. Il y avait des vêtements lourds et chauds dans un placard. Ils ne les ont pas mis. Ted Weyer a été retrouvé enveloppé dans un drap, ses pieds gelés et gangrénés, alors que la survie était là, à portée de main. C'est comme s'ils attendaient la permission de survivre, et que cette permission n'est jamais venue. C'est terrifiant. On dirait qu'ils avaient peur de quelque chose, peur de toucher à quoi que ce soit. Ils ont trouvé refuge, mais se sont comportés comme s'ils étaient des intrus qui ne devaient rien déranger. On a retrouvé les autres ? Oui, plus tard, on a retrouvé les restes de Madruga et Sterling à mi-chemin entre la voiture et le trailer. Eux n'ont pas atteint l'abri. Jack Hewitt, ou ce qu'il en restait, a été retrouvé près du trailer.
Son propre père a aidé aux recherches et a trouvé la colonne vertébrale de son fils sous un buisson. C'est d'une tristesse absolue. Mais il manque quelqu'un. Gary Mathias. Gary Mathias, c'est le personnage clé, non? C'est le seul qu'on n'a jamais retrouvé. Et c'est aussi le seul qui n'avait pas le même profil que les autres. C'est juste. Gary Mathias ne souffrait pas de retard mental, mais de schizophrénie paranoïde sévère. Il était sous traitement lourd. S'il prenait ses médicaments, il allait bien. Mais s'il arrêtait, c'était le chaos. La théorie dominante, c'est que c'est lui qui a tout déclenché. Peut-être qu'il a eu une crise, peut-être qu'il a cru que quelqu'un les poursuivait. C'était un ancien militaire, il connaissait un peu la région. C'est peut-être lui qui a guidé le groupe, par la force ou la persuasion, vers ce trailer qu'il connaissait peut-être. Mais pourquoi ne pas manger? Pourquoi ne pas se chauffer? C'est là que la folie de Mathias entre peut-être en jeu. S'il était en plein délire paranoïaque, il a pu convaincre les autres, qui étaient très influençables, qu'il ne devait absolument pas toucher au gaz ou à la nourriture, sous peine d'être repéré, ou que la nourriture était empoisonnée. Ted Weyer, qui était décrit comme un homme avec un cœur d'enfant et un manque total de bon sens, aurait simplement obéi jusqu'à la mort. Il faisait confiance à son ami. Il y a aussi ce témoin, Joseph Shones. Son histoire ajoute une couche de surnaturel, ou du moins d'étrangeté, à cette nuit-là. Joseph Shones, oui. Ce pauvre homme était monté là-haut pour vérifier la neige et sa voiture s'est embourbée. Il a fait une crise cardiaque légère en essayant de la pousser. Il s'est réfugié dans sa voiture pour attendre de l'aide. Il dit que cette nuit-là, il a vu des lumières, des phares, probablement la Mercury Montego des garçons. Il a vu des lampes torches dehors. Il a entendu des sifflements. Il a crié à l'aide. Et qu'ont-ils fait? Rien. Dès qu'il criait, les lumières s'éteignaient. Le silence revenait. Shones a dit qu'il a vu un groupe de personnes, et peut-être une femme avec un bébé, mais il délirait probablement à cause de la douleur. Ce qui est sûr, c'est que les garçons étaient là. Ils ont vu Shones. Ils ont peut-être cru que c'était lui la menace, que c'était lui qui les traquait. Au lieu de demander de l'aide à cet homme, ils ont fui dans la forêt noire. C'est une tragédie de la perception. Shones avait peur d'eux, et eux avaient probablement une peur panique de Shones. Deux groupes de personnes en détresse qui se croisent dans la nuit, et qui, au lieu de s'entraider, se condamnent mutuellement par la peur. C'est exactement ça. Et ce qui me hante, c'est l'image de Ted Weyer dans ce trailer. On sait que Mathias et peut-être Hewitt étaient avec lui dans le trailer au début. Mathias a laissé ses chaussures de tennis dans le trailer. Il a pris les chaussures en cuir de Weyer qui étaient plus grandes parce que ses pieds devaient être enflés. Ça suggère que Mathias était vivant pendant un moment. Il a vu son ami mourir de faim. Et puis Mathias est parti. Il est sorti dans la neige, on ne sait pas où. On ne l'a jamais revu. Est-ce qu'il a essayé de chercher de l'aide après la mort des autres, ou est-ce que sa psychose l'a poussé encore plus loin dans le néant? On ne saura jamais. Mais imaginez le silence dans ce trailer. Ted Weyer, seul, faible, regardant ses boîtes de conserve qu'il n'ose pas ouvrir, mourant lentement pendant 3 mois alors que le printemps arrivait dehors. C'est l'une des morts les plus évitables et les plus inexplicables de l'histoire judiciaire américaine. Ils avaient de la nourriture, ils avaient du feu, et ils sont morts. C'est une phrase qui résonne comme un glas. Merci Thomas pour ces détails glaçants. L'affaire des 5 de Yuba County reste ouverte techniquement pour la disparition de Gary Mathias. Mais je pense que le vrai mystère, celui de cette peur irrationnelle qui a tué 5 amis, ne sera jamais résolu. Non, jamais. C'est le mystère de l'esprit humain quand il se brise. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une autre plongée dans l'obscurité. Faites attention à vous. Et surtout, si vous vous perdez, mangez ce que vous trouvez.